On évoquait la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Égypte. Le pays a relevé finalement le défi de l'organisation de cette compétition qu'elle a accueilli plutôt tardivement que ces gars. Donc vous évoquez l'aspect sécuritaire qui était une sorte de casse-tête pour l'Égypte. Oui, parce que je constate que cela a été d'abord un premier défi. Et puis il y a d'autres défis, comme Dimas le dit si bien, je crois que ce sont de même, c'est sa spécialité. Je suis content de l'avoir sur ce plateau-là pour qu'il puisse nous éclairer. Il nous a donné un certain nombre d'informations. Je voudrais l'en féliciter. Mais ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est que qu'on ait retiré l'organisation de cette coupe-là au Cameroun, qui est quand même un grand pays de football. Vous savez, nous, on a grandi avec ce prestige-là que le Cameroun avait. Mais aujourd'hui, avec le délitement du système du football camerounais, au point qu'on en vient à le retirer. Et je crois que l'organisation de cette CAN-là, il faut qu'on en prenne date et que le Cameroun sache tirer les conséquences qu'il faut, c'est-à-dire les leçons. À un moment, peut-être le Cameroun n'a pas bénéficié de, je ne sais pas comment l'appeler, parce que le Cameroun a eu la CAN quand elle était à 16. Et c'est pendant qu'elle a préparé une CAN à 16 qu'elle est passée à 24. La CAN en 2014. C'était sur la base de 16 équipes. Maintenant, c'est passé à 24 équipes. Donc, vous voyez, il faut des infrastructures hôtelières pour accueillir 24 États. Oui, donc, 24 équipes, 24 lots de supporters et aussi l'organisateur qui est la CAF. Et donc, le Cameroun s'est vu vraiment surpris par le degré de l'organisation, étant donné que le degré est relevé au moment où l'organisation lui a déjà été confiée. Et donc maintenant, il faut avoir 6 stades de haut niveau, 2 au moins de 15 000 places, 2 de 20 000 places et 2 d'au moins 40 000 places. Vous voyez, et il faut tout remodifier. Donc le Cameroun ne peut pas être prêt sincèrement en ce moment. Je suis sûr que c'est le Cameroun même qui a essayé de négocier à ce que cette CAN soit retirée. Sur le continent, il faut reconnaître que les pays qui sont prêts à accueillir la CAN à l'étape actuelle, c'est peut-être l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, peut-être ces pays. En attendant, pour le moment, s'il faut reconfigurer ça à d'autres pays, il faut que ces pays se mettent à jouer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'entretenir ces infrastructures. Vous voyez, si vous n'avez pas un championnat de haut niveau, vous construisez ces stades, ces grands stades, ça va rester juste après la CAN. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je voudrais aussi revenir sur les défis que l'Égypte a su relever dans l'organisation de ces championnats africains. D'abord, le premier, c'est le défi infrastructurel que Dimas évoquait en l'instant. Effectivement, ce n'était pas évident pour 24 équipes. D'abord, le choix même de 24 équipes ne recevait pas moi mon assentiment depuis le choix d'Ahmad. C'était un choix électoraliste, moi je l'avais dit. Pour ouvrir le champ aux pays africains, pour le vote, tout ça là, on vous dit que, écoutez, ce n'est plus 16, ce n'est désormais 24. C'est plus dire que ceux-là qui ne sont jamais dans le géant de la CAN se retrouveront dedans. Donc, ce sont redevables à l'endroit de celui qui initie cela. Et c'est là où l'autre là a dû payer cash, a toujours dû payer cash. Maintenant, l'autre défi, c'est le défi sécuritaire. Effectivement, il y a ce regain d'insécurité lié aux islamistes dans le désert de Sinaï et autres. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Doublé de l'évincement des frères musulmans de Morsi, tout ça là, il y avait même pas la mort. Avant même que Morsi était en prison, ça suscitait déjà le courroux des frères musulmans de tout part à Qatar, tout ça là. Donc il y avait... Mais j'ai quand même tenu à féliciter le président qui se veut un peu plus ouvert à toutes les tendances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques et tout, contrairement à autre chose. C'est un produit américain qui parle naturellement, pas d'Arabie Saoudite et tout. Maintenant, l'autre défi aussi, c'est un défi touristique que l'Égypte
su relever à travers l'organisation. Les pyramides de Gizeh, les cœurs, tout ça là, ils ont présenté. Oui, et ça attire aussi le monde à venir. Donc, ceux qui avaient peur que l'Égypte ne pouvait pas y arriver, aujourd'hui, ils se sont déchantés. Ce qui veut dire qu'au moins pour le démarrage de la CAN, l'Égypte a relevé ce défi. Maintenant, le défi sécuritaire n'est pas totalement relevé, parce qu'on devait voir si ça pouvait continuer de la sorte, où les surprises les plus désagréables pourraient survenir. Donc là, je sais. Maintenant, rentrant dans le fond même du jeu, je crois qu'effectivement, l'Égypte n'est pas un petit morceau. Cette coupe, déjà à son actif, avec un championnat très rodé, oui, depuis fort, hein. Les pays maghrébins, moi je vais toujours craindre. C'est des gens d'abord, ils sont, je ne dirais pas xénophobes, ils se recroquevillent en eux-mêmes d'abord. Ce qui fait que ça leur donne un atout de se maîtriser dans le jeu. Ils importent peu de joueurs étrangers pour le championnat. Donc, maintenant, l'autre aspect même de l'organisation de la Coupe et du fait de permettre aux Africains de voir, ne serait-ce que ceux qui n'y sont pas et ceux qui sont dans leur pays respectif, c'est nauséabond et désagréable qu'on laisse le groupe Bolloré contrôler tout ça en Afrique. Comment on joue une Coupe d'Afrique en Afrique pour les Africains? Et que ce soit le blanc, le français, ou un commerçant ou un homme d'affaires qui contrôle tout ça. Si vous n'avez pas 5 000 francs ou 10 000 francs pour acheter un bouquet, tout ça, vous ne pouvez pas voir la... Ce n'est pas normal. Il faudrait que nos dirigeants arrivent à se sortir de ce carcan néocolonialiste. J'ai salué le gouvernement togolais, suite au moins j'ai salué le gouvernement togolais pour avoir permis aux pauvres aussi de voir. Parce qu'au-delà de tout, c'est vrai, il y en a qui n'ont même pas l'antenne classique locale. Mais à travers ça, ils vont courir pour acheter au moins 7 000 francs l'antenne pour pouvoir voir cela. Au lieu de payer le loyer à Bolloré tous les jours, 5 000 francs, 10 000 francs, ce n'est pas normal. Vous captez TVT sur le câble, sur le canal, vous ne verrez rien. C'est quoi cette colonisation nouvelle-là? Il faut se sortir de ça. Justement, l'aspect qu'il évoque, même au niveau de l'Égypte, parce que l'Égypte peut recevoir les images, mais celles-ci ne pourront être diffusées que sur les réseaux hertziens, ce qui implique donc l'achat d'antennes adéquates, comme on a vu le cas dans beaucoup de pays. On avait fait un peu le tour hier sur les chaînes satellitaires. Beaucoup avaient mis le programme indisponible. Vous comprenez que c'est en raison de la CAN, on ne peut pas diffuser sur satellite. Voilà ce que je voudrais dire pour aller un peu contre ce que mon confrère est en train de dire, c'est que ce n'est pas une question de Bolloré. Moi, je le dis souvent, il faut que l'Afrique apprenne à se prendre en charge, parce que ici, nous sommes à plein dans le monde des affaires et on donne aux plus offrants. On vend en tout cas aux plus offrants. Et puis, lorsque cela se passe comme ça, il faut constater quand même que c'est les organisateurs même qui voulaient avoir de l'argent frais pour continuer d'investir dans le foot, qui imposent parfois certaines conditions. Et de cette façon-là, ce sont ceux qui ont les moyens d'acheter le droit de retransmission. Même maintenant, il faut investir dans la chose. Mais Dangote n'en manque pas de moyens pour acheter tout ça. Encore que Dangote s'intéresse à la chose. Dangote qui veut acheter Liverpool? Non, écoutez, Dangote fait du ciment. Et voilà, Dangote fait du ciment. Il peut peut-être acheter Liverpool, etc. Mais seulement, où se trouvent les intérêts de Dangote en ce qui concerne le football? C'est peut-être ce club-là, parce qu'il sait ce que cela va lui rapporter. Moi, je voudrais dire que, voilà, si aujourd'hui Canal Plus a pu acheter le droit de transmission, il faut qu'il entre dans ces fonds. Et ça, c'est un souci pour tout investisseur qui investit. Parce qu'on ne va pas investir dans tel pays à cause des beaux yeux de tel président ou bien de je ne sais quoi. Mais je crois qu'il faut qu'on se responsabilise en Afrique. Il ne faut pas qu'on croie que les Blancs vont nous faire cadeau. On ne peut pas, les Blancs ne peuvent pas nous faire cadeau, la communauté internationale ne peut pas nous faire cadeau parce que nous sommes Africains. Il faut que nous nous rehaussions à la hauteur des enjeux économiques, des enjeux culturels, etc. Moi, je crois qu'il faut qu'on se fasse violence. Il faut qu'on sache aussi faire de la bonne gouvernance pour préserver les intérêts de nos pays. Mais si on comptait sur ceux qui sont à l'extérieur, comme les grandes multinationales, les pays à la communauté internationale, je crois qu'on a tout faux. Il faut qu'on arrête peut-être d'accuser
les autres, il faut qu'on se... Mais je ne pense pas qu'il est en train de les accuser, ou bien l'objectif n'est pas d'accuser, c'est que ça choque. Ça choque. On cherche les raisons. Non, on cherche les raisons. Les raisons, c'est nous les Africains d'abord. C'est nous les Africains d'abord. Nous devons nous organiser. Les dirigeants en premier. Nous devons nous organiser. Parce que la CAN, c'est quand même la chose africaine. Oui, c'est notre chose. C'est ça quoi. Et donc, il va falloir que les autorités politiques surtout, aident la CAF à avoir des moyens pour pouvoir organiser de pareilles choses en ne cherchant pas obligatoirement à dépendre de l'extérieur, de l'Europe pour pouvoir retransmettre cela. Je pense qu'il y a quand même des sociétés africaines quand même qui peuvent relever ce défi si on leur donne l'occasion, si on leur donne les moyens de le faire. Ils sont venus, les Occidentaux, c'est pour faire les affaires. Ils ont beaucoup misé, bon, la CAF voit que non, mais ici c'est ce qui est plus-value et donc on ramasse ça. Mais on ne peut pas construire notre continent comme cela. Il faut faire la part des choses. Si la CAN est organisée par Total, ou le droit de transmission est relevé par Bolloré et autres, oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent gagner dedans? Et si une société africaine prenne ça en charge, qu'est-ce que ça peut faire revenir à l'Afrique? Il faut voir tout ça avant de laisser le marché ouvert. Quand vous voyez quand vous voyez les Occidentaux organiser de pareilles compétitions pour leur fierté nationale, ils ne vont même pas permettre à une société africaine qui a les moyens d'aller participer de compétir, jamais. Et donc, il faudrait que nous-mêmes nous remettions en cause et voir réellement... L'aspect que j'ai voulu soulever, c'est vrai qu'il a compris mes idées. Je voudrais, en contrario, prendre le contre-pied de ce que Chris a dit par rapport à... Moi, je prends le volet de la pression. C'est-à-dire qu'il y a l'officieux qu'on ne voit pas et qui prédomine tout. Je vous dis que les gens ne sont pas loin de faire pression sur les chefs d'État, sur le président de la CAF, de leur imposer un contrat. Vous le faites, ou soit. C'est-à-dire que déjà le fait même qu'on interpelle le président de la CAF à quelques semaines de la Coupe d'Afrique égyptienne n'est pas gratuite. C'est-à-dire à Paris. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, on lui a seulement mis la pression comme ça, on le libère. On le libère. Que rien ne soit retenu contre lui. Et je vous dis que si on vous déballe ce qui en est en dessous de cette interpellation, je ne vous dis pas, le volet politique, on l'ignore souvent, mais il y a un aspect néocolonialiste qu'il faut combattre. Nous, on n'a rien contre. Parce que les Français, c'est comme nous, parce que nous souhaiterions que les Français aussi soient dans de bonnes conditions que ce que nous voulons, nous demandons ici. Mais les dirigeants français, il va falloir changer leur façon de faire l'endroit de l'Afrique. C'est ce que ce qui nous révolte. Quand vous allez au Mali actuellement, au Niger, ils ne sont pas ils ne sont pas bien logés. La France n'est pas bien logée dans ces pays-là. Donc disons que ils ont tout pris, même le football qui nous reste, ils veulent le prendre. C'est pas possible. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Ils l'ont déjà pris. Mais c'est qu'on l'a cédé. C'est que nous l'avons cédé. On a cédé. C'est que nous l'avons cédé. Vous savez, tout rapport est rapport de force. Mais il faut que les Africains sachent que tout rapport est rapport de force. Lorsque vous laissez faire, on vous en impose. Ça va de soi. Le monde se construit de cette façon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les dirigeants, c'est comme une demi-vie, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là, nous voulons que quand vous êtes là, c'est à cause de nous. Est-ce qu'il s'agit aussi d'une question de dirigeants ou de moyens? Non, mais les moyens, on peut l'avoir. L'Afrique a les moyens. Vous savez que c'est la volonté qui fait accompagner. Et puis, n'oubliez pas que nous avons affaire à des États. Avec des États, on peut avoir des moyens. Moi, je suivais sur une radio, une fois, il paraît qu'il y a plus de 8000 satellites sur le peuple. Combien sont en France? On ne refuse pas. Si on veut travailler en ce sens, on l'aura. Vous savez que le Ghana a lancé l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Si on veut, on peut l'avoir. Le Rwanda. Oui. Non, on ne refuse pas. Qu'on construise ce bâtiment de l'USIV ici et que ce soit les experts américains qui viennent construire, le problème ne se pose pas trop en ce sens. Mais qui finance? Est-ce que c'est les Français qui sont venus nous imposer ça ici dans un environnement qui n'est pas adéquat,
ou bien c'est nous, notre volonté, sauf qu'on a cherché uniquement l'expertise extérieure pour pouvoir nous aider. C'est ça le problème. Donc ici, c'est qu'on veut tout nous prendre. Et c'est ça qui choque un tout petit peu. Bon, en Égypte, j'aimerais dire ceci. Il faudrait qu'on attende un tout petit peu, on voit ce qui se passe en dehors du terrain, pour savoir si la fête a réellement lieu. Parce que la CAN, c'est quand même la fête du football. Et si les gens n'ont pas la possibilité de se déplacer, s'ils doivent chaque fois être gardés, contrôlés, chaque fois cloisonnés dans leur hôtel, dans leur chambre d'hôtel, sans pouvoir participer à la fête. Vous voyez les terrains qui sont quasiment quasi vides. Hein? Sauf au moment où l'Égypte jouait, tout est plein à craquer. Mais quand les autres équipes jouent, vous allez voir à peine une vingtaine de supporters et ça reste là. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que c'est une tête sèche pour la CAF et les organisateurs aussi. En fait, je ne crois pas que les pays arabes ont souvent cette tendance à vider les stades si ce n'est pas leur équipe qui joue actuellement. Le problème, c'est que ce n'est pas combien d'équipes, combien de pays, les pays qualifiés là, peuvent accepter convoyer plus de 5 000 supporters en Égypte. Comment vous pouvez gérer la sécurité là-bas? Non seulement la distance, c'est la sécurité. Plus ils sont nombreux, plus les citoyens sont exposés. Et comment on peut les contrôler là-bas? Et donc, on va voir tout ce qui se passe. Comme le chat ne lâche jamais la souris, dans ce giron, c'est ce qu'il dit avec toute évidence. J'ai aussi l'impression, quand on parle un peu de football, comme si ça devient le cœur du peuple. Je vous assure que depuis ça a commencé, je n'ai pas suivi un seul match, je ne me sens pas moins mieux. Effectivement, vous savez, moi je n'ai pas cet opium-là, cette drogue-là, je n'ai pas en moi. Moi j'ai joué, moi c'est bizarre. Ceux avec qui, surtout la Ligue des champions européens, tout ça là, je ne cours pas derrière. Ça devient effectivement de la drogue. Moi j'ai été joueur, j'ai joué au championnat scolaire avec les CNA et cadets. Mais je ne cours pas derrière le football, surtout la Ligue des Champions. Mais quand il s'agit de la CAN, je ne sais pas ce qui m'attire vers là. Je me rappelle de 2006. Tu aimes ça? La CAN, c'est la fête du continent. Où qu'on soit, c'est la fête quoi. C'est qui veut dire que au moins les gens courent derrière. C'est en cela que j'avais évoqué le nom de Dango et autres. Ils pouvaient être attirés rapidement par ça, sans vouloir fort. Il faut les solliciter. Oui. Il faut les solliciter. Mais non, c'est qu'il y a. Moi j'ai vu au moins 3 matchs. Surtout oui, il y a du beau. Le Sénégal a joué un bon match. Il y a et bizarrement, ce qui est intéressant, c'est un match qui m'a déçu. C'est une rencontre qui m'a déçu. Le Madagascar qui a... Oui, les nouvelles équipes là m'ont surpris. Le Kenya aussi a bien joué. Il y a un autre là. Le Burundi aussi, qui s'est débrouillé pas mal. Ce qui veut dire que même l'Égypte, qui était... Ils auront des problèmes avec un Kourouziza, ils n'ont pas bien joué. Ils iront en prison. D'accord. On va changer de sujet, on va parler maintenant du Bénin, où l'ancien président Boni Yaya a finalement été évacué sur Paris via Lomé. Boni Yaya a quitté le pays samedi pour raison de santé après 2 mois de crise politique perçu comme un symbole de l'opposition. Il était en conflit avec le président actuel Patrice Talon. Thomas Boni Yaya, ancien président du Bénin, a quitté Cotonou pour raison de santé. Donc, cela a été confirmé donc, par ses proches. Son état de santé s'est considérablement dégradé, a déclaré Nourenou Achadé, le porte-parole de Fosquerie pour un Bénin émergent. Dans une interview sur une radio internationale, effectivement, il est parti sans expliquer devant la justice. Il a dit lui-même que dès que sa santé le permettra, il le fera volontiers, il ne se soustraira pas à la justice pour ces gars. Il y a Iboni qui enfin le Bénin. On sait que tout cela est arrivé dans la foulée d'un envoyé spécial que la Côte d'Ivoire a envoyé au Bénin. Patrice Talon et Mohamedou Bouhari se sont rencontrés. Il a fallu qu'il y ait des pressions internationales d'abord. Absolument, parce que nous sommes là en plein dans la politique, parce que moi j'avais eu à le dire ici, parce que le président Boni n'a pas le choix, parce que face à la pression qui est exercée, face à tout
Non, je parle de Yahi, parce que finalement, c'est lui qui a lâché du lest, parce que vous savez, pour faire la politique, il faut en avoir du cœur. Et puis, moi, je l'avais dit ici, que est-ce qu'il en avait du cœur? C'est comme le Rodrigue. Pour battre Don Jack, il faut quand même en avoir du cœur. Parce que as-tu du cœur? La question était posée et je crois que cela est encore d'actualité. Ici, on avait dit ici, c'est ma position que, mais le président Boni qui passait, qui est le président sortant pratiquement, et vu l'ambiance qu'il y avait eu entre lui et le président Talon, moi, je me disais que ce n'était pas son rôle, il n'était pas dans son rôle, il n'était pas du tout dans son rôle. Il faut peut-être des gens, peut-être un peu plus jeunes, des gens qui sont partis. C'est comme si eux... Oui, voilà. Aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est la maladie, il faut l'évacuer, etc. Peut-être que c'est un supplément. Tout le monde est malade. Oui. Aujourd'hui, il faut qu'il parte. Il dit qu'il reviendrait si sa santé lui permet. On sait quand il va revenir, peut-être pas avant 4 ans ou 3 ans. Tout simplement parce qu'il est poussé en exil, parce que le président Talon a compris que celui-là, avec la ferveur, avec laquelle il est... La faveur populaire, voilà, et qu'il cristallise, parce que c'est lui. Parce que si vous coupez la tête du serpent, je crois que le corps ne vaut plus rien. Et je crois que c'est cela que Talon a mis en pratique en faisant la pratique de telle sorte que lui-même puisse se rendre à l'évidence qu'il ne peut que quitter le Bénin, parce que s'il ne quittait pas le Bénin, et peut-être le succès de dire qu'il est malade, etc. On ne comprend comment ça se passe généralement. Il dit qu'il reviendrait. Je ne suis pas sûr qu'il revienne dans l'année qui suit ou dans les 2 ans. Déjà, ça veut dire que Yahi Boni est parti pour un exil. Ça semble tout l'air, mais vous savez, Boni avait démontré qu'il n'a pas peur des menaces de Talon. Alors, il va falloir peut-être que Talon empêche son avion d'atterrir, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Ça va se jouer en amont. Ça va se jouer en amont. Là où il est parti, je pense qu'il peut revenir. Parce que le fait qu'il passe via Lomé, ça veut dire quelque chose? Peut-être que c'est un problème de vol. Je ne pense pas que ça pose fondamentalement... Non, ou Lomé a dû jouer quelque chose? Lomé devait jouer quelque chose. Chaque fois, vous croyez que sur le plateau, dans les débats et consciencieusement, Lomé doit savoir qu'il doit jouer obligatoirement quelque chose. Parce que quand ça se désagréable, quand ça se désintègre carrément au Bénin, le Togo en France immédiatement. Et donc, je pense que Yahi Boni va revenir. Moi, je pense qu'il a le cœur pour pouvoir revenir. Mais qu'on lui mette la pression sérieuse sur le plan international pour le dissuader de ne pas revenir. Mais s'il s'agit simplement des menaces de Talon, Yahi Boni va revenir. Je pense que si on peut se fier aux images qui ont circulé concernant l'état de santé, la personne physique de Yahi Boni doit savoir que le gars est sérieusement malade, il avait besoin de soins parce qu'il était privé de soins. Parce qu'il n'avait même pas accès à ses médecins. Personne ne devait le voir et puis il a pris la commande. Toute sa maison est sous surveillance policière. Il est abandonné comme ça. Mais je pense que si c'est qu'il était resté là-bas jusqu'à mourir, Talon en aura sa main sur le cœur. C'est vrai que on peut reprocher certaines choses dans la gestion politique de Yahi Boni, mais il faut reconnaître que ce que Talon fait aujourd'hui, c'est une remise en cause systématique de la démocratie, des acquis démocratiques. La démocratie, ça n'a jamais été un acquis perpétuel. Ça n'a jamais été un acquis définitif. C'est toujours une construction. Ambroise, Yahi Boni est finalement parti, la crise est finie. La crise, elle est là, elle est ouverte, elle reste ouverte parce que d'abord, dans l'aspect santé de Yahi Boni, vous savez, c'est les présidents africains ou les présidents des grandes institutions comme le secrétaire général des Nations Unies et autres, qui sont dans 4 avions chaque semaine, c'est des gens qui ont souvent des médicaments à portée de main par rapport à leur
au stress, à leur vitesse de fonction, ce qui fait qu'ils sont obligés de prendre certaines médications, ce qu'on ne dit jamais au commun des mortels. Ce que Dimas disait tout à l'heure, par rapport à sa dégradation, à la dégradation de santé de Yaya Boni, c'est clair que ça doit être une évidence. Et en manque de ces médicaments, il peut y avoir une détérioration avancée de la santé de la personne qui peut créer d'autres complications. Et vous savez, quand vous volez, aujourd'hui on ne prend pas. Vous volez, une autre personne ne prend pas, vous vous retrouvez, quelqu'un vous prend au tribunal, tous les autres, ceux qui vous avez venus vont apparaître. C'est comme ça les maladies aussi se comportent. Donc ça peut arriver à Yaya Boni, et heureusement que Talon a su céder à la pression des chasseurs traditionnels du Nord, parce que c'était une force d'équilibre qui était intervenue à un moment donné où Talon était obligé de lâcher prise. Talon, il a lâché prise à quel moment? Oui, Talon a lâché prise. Ce que vous ne voyez pas, ce que les gens n'ont pas vu. Je vais aller au bout. Oui, non. Ce que les gens n'ont pas vu. C'est vrai que Talon est du genre têtu, très têtu. Il est jusqu'au-boutiste. C'est pourquoi je hais les hommes d'affaires qui viennent au pouvoir et qui veulent rester pour des raisons qu'on ignore. C'est vrai que le Nigeria joue un rôle important dans la décryptation de la crise, mais les chasseurs, je dis bien les chasseurs traditionnels, ont pu jouer parce qu'ils ont créé un rapport de force. Ce qui pourrait continuer même dans le Nord et qui peut même faire balancer d'autres généraux, d'autres forces de l'armée dans la chose. Et Talon a craint cela et il a dû céder pour faire partie Yaya Boni. Yaya Boni est parti. Yaya Boni est venu au Togo, ce n'est pas du gratuit. En venant au Togo, je crois que ce n'est pas du gratuit. Vous savez, il y a eu toujours ce problème entre Boni et Talon. Boni a fait la BOAD, Boni va à l'Estao, Boni a fait Lomé, tout comme beaucoup de chefs d'État. Talon en a fait, Bagbo et Sogo, ils ont vécu ici. Donc, Lomé, c'est le deuxième pays, la deuxième capitale de tous les dirigeants béninois. Si vous permettez, on va rendre l'antenne, peut-être qu'on reviendra après le journal, on peut encore dire quelques mots sur le Bénin. On va la poser en revue.